Bonjour et merci de l'invitation. Donc, les principales étapes de mon parcours, en fait, j'ai eu un parcours qui est aujourd'hui peu académique, puisque désormais, dans les sciences de l'éducation, il y a des gens qui ont eu des études prestigieuses. Moi, après un bac scientifique, j'ai fait un DUT carrière sociale à Tours. Donc déjà eu un parcours pluridisciplinaire orienté sur les questions d'éducation et de sociale. Puis j'ai fait une licence et une maîtrise de sciences de l'éducation à Bordeaux. Et j'ai enchaîné avec une école d'éducateur à Toulouse. Puis après les obligations militaires effectuées, j'ai décidé de reprendre des études et du coup j'ai frappé à la porte de l'équipe ESCOL dont j'avais lu un certain nombre de travaux et du coup j'ai été inscrit en DEA puis en thèse par Elisabeth Bautier. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait une thèse sur comment se co-construisent les inégalités scolaires et que si on la définit un peu rapidement, c'est une sociologie de la pédagogie contextualisée dans des conditions politiques et économiques, quoi. Voilà. Après la thèse, du coup, j'ai été recruté à Paris 8. J'ai poursuivi des recherches, je me suis beaucoup nourri de travaux, de gens avec qui l'équipe ESCOL a coopéré dans le cadre du réseau Reseida qui regroupe des sociologues, des didacticiens, à l'époque il y avait des psychologues aussi, et du coup j'ai approfondi dans la voie qui était celle de ma thèse. J'ai eu l'opportunité que le livre tiré de ma thèse, qui s'appelle Comprendre l'échec scolaire, c'est un titre choisi par l'éditeur parce que j'aurais fait quand même moins totalisant comme titre si ça ne tenait qu'à moi, mais je comprends qu'un éditeur ait besoin d'un titre qui se comprend dans un rayonnage fourni. Donc ce livre m'a permis quand même de faire connaître des travaux, c'était une vraie opportunité qu'on m'a offert. Ça a permis quand même de nouer le dialogue avec les syndicats enseignants, les associations de parents d'élèves, des associations pédagogiques. Et donc vraiment, ça a été une vraie chance d'être à l'interface comme ça sur une question un peu compliquée, puisqu'à l'époque, c'est exactement au moment où, avec le ministre Allègre et d'autres, commençait à se tenir un discours très critique de la profession enseignante. Et des effets de hasard, mon livre est tombé dans ce moment-là où il disait qu'il y avait des choses qui se passaient à l'école, qui participaient aux inégalités, mais qui ne faisaient pas des enseignants individuellement ou en tant que corporation les responsables, mais qu'ils pratiquaient d'une manière qui était finalement un impensé ou un trop-pensé de l'institution, et du coup ça permettait d'avoir le débat sur ces questions compliquées sans chercher à mettre quelqu'un à l'index. Et du coup, de fait, je dois dire que la promotion du livre a été assurée par tous ces organismes militants. Et puis ensuite, après cette phase de travaux-là, j'ai élargi à des questions, puisque si je le dis un peu abruptement, la thèse et les travaux dans Reseda à cette époque-là outillés empiriquement des choses qui étaient déjà chez Bourdieu et Passeron sur l'idée que l'école n'enseigne pas tout ce qui est nécessaire, ou quand elle le fait, des fois elle a tendance à déniveler les curricula et à enfermer les élèves les plus fragiles dans des opérations simples, etc. Mais finalement, l'idée d'implicite, elle repose toujours sur l'idée jamais vraiment démontrée, chez Bourdieu et Passeron, que si ça ne se passe pas à l'école, c'est qu'ils doivent l'avoir appris à la maison. Or, les travaux de Bourdieu et Passeron prenaient les élèves au plus jeunes, au lycée. Donc il y a quand même quelques années qui sont passées avant. Et donc, pour plein de raisons que je peux exposer, mais j'ai choisi de faire un pas de côté, de dire, mais et si on allait voir comment se construisent les dispositions à l'étude, ce qui fait la différence à l'école, est-ce que vraiment ça se construit dans les familles? Et si oui, comment? Et du coup, j'ai étudié beaucoup de choses en lien avec les pratiques culturelles, la musique, plusieurs autres choses, mais aussi beaucoup, les albums à l'âge de l'école maternelle et du début de l'école élémentaire, pour se dire, mais dans ces lectures partagées en famille, qui sont aujourd'hui généralisées, hein, il faut avoir en tête à quel point les politiques publiques de diffusion du livre ont marqué des points, hein, parce qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri de recul quand même avec les collectivités locales qui voient leur budget amputé, et donc la présence du livre au plus près a permis de faire entrer le livre dans les familles. Au demeurant, ce que mes travaux avec d'autres montrent, c'est qu'une fois qu'il est rentré, c'est pas toujours les mêmes types de livres, c'est pas toujours le même volume, et c'est pas toujours la même façon de les utiliser. Donc on a fait reculer d'un cran, mais il y a d'autres travaux, et donc
Voilà, et puis donc depuis, je dirige des thèses et des HDR. Il y a des belles choses qui continuent, aussi bien sur les pratiques les plus scolaires, entre guillemets, que sur les pratiques périscolaires. On va y revenir dans un instant, le lien entre l'école et les autres partenaires éducatifs, mais aussi avec les familles. Et donc voilà, c'est un peu le paysage d'ensemble. Alors, j'en ai parlé il y a un instant, il y a Bourdieu et Passeron notamment, mais pas que, hein, d'autres auteurs que j'ai rencontrés dans mon DEA. Par exemple, j'avais beaucoup lu le livre tiré de la thèse de Régine Sirota. Le livre s'appelle L'école primaire au quotidien. Il y avait Félouzis ensuite qui avait fait une étude similaire, interactionniste, mais moins sur les catégories socio-professionnelles que sur filles-garçons. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans la classe qui traduit des dynamiques plus larges de contexte et de rapport entre classes sociales, parce que c'est quand même la question qui m'anime au premier chef, les classes sociales, les savoirs et les inégalités d'appropriation. Mais ensuite, donc, j'ai découvert évidemment tous les travaux de l'équipe ESCOL, mes collègues Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, Jean-Yves Rochex, Bernard Charlot plus anciennement et bien d'autres, mais aussi c'est l'époque où ma directrice de thèse, Elisabeth, m'a mis entre les mains des choses importantes, les travaux de Bernard Lahire, qui publie à peu près à la même époque sur l'école, mais aussi des choses qui en apparence pourraient apparaître plus éloignées, mais qui ont beaucoup nourri ma réflexion, comme les travaux de Roger Chartier et d'Anne-Marie Chartier. Je pense que ce que j'ai fait ensuite sur les albums et comment on peut accéder à des manières de lire en analysant les contenus, leur mise en forme et leur structure éditoriale, était très redevable à ce que Roger Chartier avait fait sur comment on peut accéder à des manières de lire du passé. Voilà, donc dans beaucoup de choses, ça m'a beaucoup marqué. Et puis aussi des travaux un peu plus éloignés. Je pense à quelqu'un comme Sandrine Michel, qui est une économiste marxiste, qui montre que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est totalement contre-intuitif, hein. La part d'investissement en éducation se fait croît dans les périodes où l'économie est en récession, parce que c'est une façon de dévaloriser le capital qui est suraccumulé et qui du coup permet d'investir sur l'avenir, parce que si les entrepreneurs du 19e siècle voulaient de nouveau faire des gros profits, il fallait qu'ils aient un temps d'avance sur les nouvelles machines et compagnie. Donc ils avaient besoin d'investir dans l'éducation. Et donc c'est à contre-cycle. Et puis elle montre qu'à partir de l'après-guerre, la courbe s'autonomise et les dépenses en éducation vont à peu près croissant dans tous les pays occidentaux. Mais moi j'ai un point d'interrogation, ces travaux s'arrêtent à la fin des années 90 et je fais l'hypothèse que quelque chose s'est cassé au début des années 2000, mais ça c'est la suite des travaux. Voilà. Alors ce livre, il arrive dans ma trajectoire à un moment où, d'un côté, je pense toujours indispensable, et je vais en dire deux mots, c'est ce qui structure ce livre, de déconstruire des faux discours, des idées fausses, des questions mal posées, etc. Mais dans les sciences sociales, cette perspective déconstructiviste, autant je la partage, autant elle a pris une direction qui me semble regrettable, c'est-à-dire que beaucoup de collègues se contentent de déconstruire sans jamais dire comment on pourrait reconstruire les objets. En fait, comme si le travail de déconstruction se suffisait à lui-même. Donc c'est quelque chose de très important, et du coup, je renvoie aux derniers ouvrages de Bernard Lahire, avec qui je partage vraiment ce qu'il écrit sur le sujet. Mais au demeurant, ça ne veut pas dire que le travail de déconstruction ne soit pas utile. Et donc, il y a très longtemps que j'ai un projet de faire un livre qui serait une aide pour les étudiants en début de thèse ou en master, qui aurait pu s'appeler « Idées fausses sur l'enseignement impossible ». Parce que, au cours du temps, au fur et à mesure que la fin du 19e siècle et tout le 20e siècle, il y a des étapes de démocratisation qui ont été franchies, il y a ce que Yves Clos appelait la dialectique entre démocratisation et sélection. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui luttent pour démocratiser, et il y a des arguments qui luttent pour freiner la démocratisation ou la contenir, un peu mais pas trop. Et donc, au fur et à mesure de ces presque un siècle et demi d'histoire de démocratisation scolaire, il y a toujours des arguments qui arrivent, parfois un peu les mêmes, mais renouvelés, qui s'adaptent à la situation, qui disent « mais oui, mais ceux-là, ils peuvent pas. Ceux-là, ils peuvent pas. » Voilà. Et
avec des façons d'essentialiser les difficultés, pas forcément de les inventer. Les élèves, il y a des difficultés d'apprentissage, mais la question c'est quand elles sont désignées de telle sorte que on les considère comme inexorables et donc arrive de ce faux constat l'idée fausse selon laquelle ça sert à rien de s'acharner, il ne faut pas. Et donc j'avais l'idée de faire ce livre, Idées fausses sur l'enseignement impossible. Et donc j'avais prévu de passer l'été dernier à faire ce livre. Et j'ai commencé au mois de mars ou avril, il y a donc un an. Et puis, au printemps, le président Macron annonce le lancement d'une nouvelle convention citoyenne sur les temps de l'enfant et les rythmes scolaires, avec une lettre de mission qui, je vais y revenir dans un instant, pointe des constats objectifs, le syndrome de la boule au ventre le dimanche soir chez beaucoup d'élèves, le fait qu'il y a des élèves qui trouvent que ça va trop vite pour aller à l'école, tout un tas de constats qui sont partagés par le corps enseignant, par les chefs d'établissement, par les chercheurs, par les parents, voire les gamins. Mais au demeurant, dans cette lettre de cadrage, chaque fois qu'un constat est juste, il est expliqué à l'envers pour en faire reporter la responsabilité à l'élève, parce qu'il y a des élèves qui, inexorablement, seraient stressés par l'école en tant que telle. Et donc, il en est déduit que ça serait des élèves ascolaires, et donc la solution, c'est de moins les scolariser. Et ça fait, depuis des décennies, que le même schéma mental de fausses explications est utilisé. Et donc, en fait, en général, dès qu'on prononce le mot de rythme scolaire, on ouvre la boîte de Pandore pour toutes ces fausses explications sur des vraies questions. J'insiste, ce n'est pas des fausses questions, c'est des vraies questions, mais avec des explications la tête en bas. Et donc, tout ce travail-là, du coup, j'ai appelé l'éditrice et j'ai dit « Stop, on réoriente le bouquin, je vais garder une partie des textes, mais je vais faire évoluer en disant en fait, c'est idées fausses sur les rythmes, sur les dons, sur les compétences, et en gros, tout ce qui est prétexte à considérer qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'élève qui fait que l'école est impuissante. » Et donc, cet ouvrage a été pensé pour s'adresser, aux gens qui allaient siéger dans la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant au niveau national, 2, aux étudiants qui rentraient dans les recherches en éducation, en master et en DEA, pour qu'ils trouvent des textes qui étaient très difficiles d'accès, on va en reparler, mais il y a des textes qui sont quasiment introuvables aujourd'hui, qui sont réédités, du coup, qui sont présents sur des plateformes, etc. Et de fait, ça je ne le savais pas quand j'ai écrit le livre, mais comme la ville de Paris lance aussi à son tour une convention citoyenne sur les temps de l'enfant pour traiter un problème qui est devenu patent et qu'ils veulent prendre à bas le corps, du coup, ça va aussi être en débat à ce moment-là. Les élèves ne sont pas voués à être des incapables dans l'apprentissage des savoirs scolaires. C'est finalement l'idée essentielle, et elle se décline en reprenant des vraies questions qui sont mal posées dans le débat public et de façon insistante et inquiétante depuis de nombreuses années. Le livre se compose finalement de 2 parties. Je reviendrai sur la première partie ensuite, mais la deuxième partie, c'est un choix de texte qui va de 1969 à aujourd'hui. Et déjà dans les années 60, Jacques Beauvais, qui était directeur adjoint du centre de Beaumont, qui formait à l'enseignement spécialisé, publiait un très beau texte d'analyse critique de la notion de besoin en éducation, parce que, explique-t-il, et ça m'est apparu lumineux, si on raisonne à partir des besoins de l'enfant, on essentialise ce que sont ses besoins, ce qu'il est en capacité d'exprimer, et autrement dit, on essentialise ce que sa famille, quand il entre à l'école maternelle, a déjà formé en lui de besoins. Et il explique que l'école pourrait ne pas s'enfermer dans la réponse aux besoins, ça paraît qu'il ne faut pas le faire, mais ne pas être absolument là-dessus, mais elle pourrait avoir pour mission de créer de nouveaux besoins chez l'enfant,
là où sa famille, du fait de sa trajectoire, n'a pas été en capacité de former ces besoins-là. Si on raisonne à plus grande échelle, toutes les familles ne sont pas capables, il ne faut pas leur reprocher, de former aux besoins de s'intéresser à la philosophie ou à la physique quantique, quoi. Voilà. Et donc, ces besoins-là, ils doivent être créés par l'école, et du coup, l'école, elle est là pour développer, et c'est finalement le grand débat sur les capacités qu'il y a eu à la Libération entre Henri Vallon et d'autres concepteurs de l'orientation, et ce débat a perduré jusque dans les années 60, qui s'est transformé dans le débat sur l'idéologie des dons. En fait, est-ce que l'école doit être là pour répondre à des capacités intrinsèques, ou est-ce qu'elle est là pour développer le maximum de capacités? On y arrive plus ou moins selon les disciplines et les domaines, et ensuite il y a une orientation qui se fait, mais sur la base de ce que l'école a créé, et pas seulement sur ce qu'elle enregistre des socialisations familiales essentialisées sous la détection des capacités de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet de faire une sorte de généalogie. Les besoins, les dons, les capacités, les compétences, les rythmes. J'en oublie là, voilà, c'est dans le livre, vous irez voir. Mais il y a comme ça des catégories qui sont réinventées, qui sont reconfigurées, mais toujours ça retombe à l'envers sur l'idée que ça vient de l'enfant et de sa famille, ou le handicap socioculturel, voilà ce que j'avais oublié. Et donc l'école serait impuissante. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut basculer, parce qu'il y a aussi cette tendance-là positiviste aujourd'hui, positiviste de nos jours, où il suffirait que les enseignants enseignent et abracadabra ça marcherait, comme si les socialisations familiales pouvaient être balayées d'un revers de main. Mais entre le relativisme et le positivisme, on n'est pas obligé de choisir. On peut se dire que les recherches en éducation montrent un espace de possible dans lequel les socialisations familiales peuvent être complétées, bousculées des fois, parce qu'il y a des socialisations familiales, je veux dire, le débat sur l'éducation physique et sportive est très éclairant. Si on répond aux besoins de l'enfant, alors aucune fille venant de milieu rigoriste n'aura développé avant l'école le besoin d'aller à la piscine à l'adolescence. Donc ça pose de vraies questions. On n'est pas là pour répondre aux besoins des familles, on est là pour en développer. Des fois ça doit frotter, et des fois c'est en complément. Et donc, dans le livre, il y a tous ces textes qui déconstruisent ces idées fausses, mais il y a toute la première partie que j'ai écrite, parce que je n'ai pas fait que compiler des textes, toute la première partie que j'ai écrite qui fait la synthèse des travaux sur la complémentarité entre l'école, les familles et l'action périscolaire. Avec tout le débat, par exemple, sur l'idée de rythme. C'est un argument très fréquent où on nous dit des choses justes. Il y a des élèves qui vont moins vite et ils fatiguent. Je crois qu'il n'y a personne qui dira le contraire, que les élèves qui ont les plus mauvais résultats, ils fatiguent plus vite que les autres, ils s'ennuient, etc. Mais ce que j'ai montré, c'est que s'ils l'ont fait un petit peu de recul historique, c'est toujours bon de faire un peu de recul historique, hein, voilà. C'est que en 1969, il y a une réforme déjà des rythmes scolaires qui conduit à ce que la semaine de l'école primaire soit réorganisée telle qu'on l'a connue quand j'étais petit, lundi plein, mardi plein, mercredi matin, jeudi plein, vendredi plein et samedi matin. Et le volume horaire de cette année-là, qui, si ma mémoire est bonne, j'ai peur de dire une bêtise de tête, mais enfin, bon, c'est autour de 384 heures, mais je n'ai plus le chiffre en tête, c'est dans le livre. Ce volume horaire-là, multiplié par le nombre de semaines, donnait un chiffre de qu'est-ce qu'une année scolaire en termes de volume horaire. Et puis, on avance dans le temps. 1989, pour des raisons qui se défendent, Lionel Jospin accorde un samedi matin vaqué sur 3 aux enseignants pour concertation pédagogique, etc. Très bien. On avance dans le temps, réforme Sarkozy, qui supprime les samedis matins. Donc l'ensemble des samedis matins supprimés sur la scolarité, toute la maternelle et toute l'élémentaire, en heures de classe, ça équivaut à 1 an de scolarité en moins. Donc les élèves français ont perdu 1 an de scolarité avec les samedis matins. Deuxièmement, on est cette année, je viens d'identifier le chiffre il y a quelques semaines, passé sous la barre du pourcentage qui était celui de scolarisation à l'âge de 2 ans avant les réformes Berthoin,
Fouché-Capelle, etc. Ça veut dire que si la toute petite section de maternelle s'est développée à l'époque, c'est bien sûr parce que le salariat des femmes imposait des besoins, mais aussi parce que si on voulait amener tout le monde au collège, voire au lycée, eh ben, il fallait quand même se donner les moyens de faire progresser les élèves, de les accueillir à un âge où le langage se développe dans un lieu qui n'est pas celui du langage familial, qui est le langage des apprentissages. Et donc, revenir à si peu de scolarisation en supprimant autant de scolarité en ZEP, parce que c'est là qu'étaient les classes de toute petite section, ça veut dire qu'on renonce quelque part à l'ambition de préparer tout le monde aux études longues. Donc ça fait quasiment 2 ans de perdu pour les élèves français, rien que sur l'école primaire. Au collège, la réforme Vallaud-Belkacem a supprimé plus de la moitié d'une année scolaire d'heures de cours remplacées par des contenus improbables, parce que soutien en classe entière, on a du mal à voir. Et il y a un rapport de la Cour des comptes qui montre que entre le primaire et le collège, quand on est dans un établissement populaire, les heures de classe non remplacées, sur l'ensemble de la scolarité, ça avoisine un an de cours. Et donc on se dit, ce sont les élèves qui ont le moins de cours, dont on dit qu'ils fatiguent, quand on les fait étudier longtemps. Ben, en fait, ne cherchons pas une explication compliquée. Ils sont moins exercés que les autres à la concentration scolaire, qui est une concentration très particulière, parce que les gamins de quartier populaire et de la campagne, pour jouer au foot avec les copains, ils sont très concentrés pendant des heures. Mais c'est un autre type de concentration, qui est celui de se mettre en abstraction des pratiques, de ne pas faire les choses seulement, mais de les faire en pensant qu'il y a une consigne qui guide le faire. C'est une autre façon de faire. Et donc, plus on considère... Ça fait quand même 60 ans que, au nom de l'idée selon laquelle les élèves les plus d'origine populaire fatiguent à l'école, on leur allège l'emploi du temps. Et donc, on réduit l'occasion de les exercer à se concentrer longtemps. Et après, on dit, oh là là, ils fatiguent plus qu'avant. Mais en fait, ce n'est pas les élèves le problème, c'est le résultat des politiques conduites depuis 60 ans. Et donc, quand le président Macron lance sa lettre de mission il y a un an, il dit, ces élèves sont trop fatigués, il faudrait réfléchir à l'organisation des temps scolaires, car ils sont trop fatigués, nanani, nanana. Et donc, on confie au périscolaire, de nouveau, une fois de plus, une mission qui n'est pas la sienne, parce que les animateurs, moi, ça fait partie des choses que j'ai étudiées, les animateurs, ce ne sont pas des sous-enseignants, ils ne sont pas là pour faire les pompiers de l'école, voilà. Or, on les réduit à cette fonction-là de plus en plus avec un niveau de formation qui rend impossible l'objectif qu'on leur fixe. Et la synthèse des travaux que j'ai réalisés, j'en termine là-dessus, montre quand même que les élèves dont on dit qu'ils fatiguent moins, en fait on ne le dit pas, on dit que c'est les autres qui fatiguent, mais ceux qui fatiguent moins, quand même, les recherches qui ont été menées sur le sujet, il y en a quand même quelques-unes, montrent que après, ils sont dans des établissements où il y a plus de devoirs qu'ailleurs. Parce que plus on est dans un établissement favorisé, plus il y a de devoirs. Ces élèves-là, après l'école, ils ont école de piano, école de danse, d'accord, ou école de rugby. Et le week-end, ils font musée avec papa, maman, et pendant les vacances, ils font visiter de châteaux forts médiévaux, ou pour apprendre la différence entre le gothique et le roman. Et donc en fait, au nom de ce qu'il y a des élèves surexercés à la concentration scolaire dans leur famille, on réduit le temps d'école. Donc voilà, il me semble qu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a une baisse démographique, c'est un autre volet de mes travaux dont je n'ai pas parlé, mais je vous en fais grâce. Il y a une baisse démographique qui est vécue comme une catastrophe. Je pense au contraire que c'est une opportunité pour se dire, ben, sans trop dépenser, on garde le même nombre d'enseignants, voilà, et ben, les enseignants, chaque classe de primaire se voit en présence de 2 enseignants dans la semaine. On peut passer les élèves à 4 jours et demi, revenir à 4 jours et demi, et que les enseignants ne soient plus que 3 jours et demi par semaine. Ils peuvent passer un jour avec un autre collègue, ils auront 2 profs, ça va. Vu le défilé d'intervenants au périscolaire, ça ne sera pas pire. Hein. Et donc, il me semble qu'il y a l'occasion de saisir la baisse démographique pour faire mieux, parce que nos élèves, quand même, les évaluations PISA, sans être l'alpha et l'oméga, montrent qu'on a des problèmes, et quand même, les problèmes en rédaction, ils sont survenus au moment où on a beaucoup diminué le temps scolaire. Et quand on diminue le temps scolaire, que font les enseignants? Ben, ils n'ont pas le temps, il faut moins écrire et filer des photocopies. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Celle dont je viens de parler, qui est à mon avis une nécessité, c'est redonner du temps pour apprendre. Parce que, oui,
le président Macron avait raison d'écrire, il y a un syndrome de la boule au ventre qui remonte par beaucoup de cliniciens. Voilà, il faut prendre ça au sérieux. Mais pourquoi? Mais parce que les parents ne sont pas dupes. Ils savent très bien que, quel que soit le temps réduit, les exigences pour la suite, elles restent les mêmes. On n'a pas baissé les exigences. Et donc, avec moins de temps d'enseignement et d'aide par l'enseignant, il faut apprendre toujours la même chose, voire encore plus et être compétitif. Et donc, il faut être performant, le culte de l'évaluation permanente sur des choses que l'enseignant n'a plus trop le temps d'enseigner. Là, je pense qu'on est arrivé au bout du bout de cette logique, hein, et qu'il faut reprendre nos esprits et dire, hein, apprendre, hein, il faut du temps pour le faire, hein, même si la phrase n'est pas française. Hein. Il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour penser, il faut du temps pour ne pas être un petit robot qui récite bêtement, comme certaines orientations veulent le développer aujourd'hui, mais pour comprendre ce qu'on fait. Bien sûr qu'il y a besoin d'automatisme, mais les automatismes ne sont pas un argument pour exclure la compréhension. En fait, c'est un faux débat qui a été monté en épingle, il y a besoin de comprendre ce qu'est l'opération de multiplication, et pas seulement de retenir 8 fois 7, même s'il faut le retenir aussi, ça ne s'oppose pas. Donc pour ça, il faut du temps. Et donc, aujourd'hui, on a une baisse démographique. C'est pas une catastrophe, c'est une opportunité pour que les enfants du pays regagnent le temps dont ils ont été spoliés, qui leur met le stress, qui les met en difficulté. Et je pense que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est une première dimension. Il y a une deuxième dimension, c'est que si on veut que les élèves progressent là où on sait que dans notre pays ils sont faibles, et ils sont faibles aussi pour des raisons structurelles. La langue française est plus compliquée que bien d'autres, donc c'est plus long. Du coup, il faut du temps. Il faut du temps. Et il faut du temps pour faire écrire. Et une correction formative qu'on reprend, parce que si c'est juste pour mettre une note, toute l'école élémentaire, comme on le faisait dans le secondaire autrefois, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais pour que les enseignants aient ce temps de correction de copie, qui est une vraie souffrance, hein, je sors de 4 paquets de copies, je ne m'exonère pas du problème. C'est une vraie souffrance. Moi, je le dis honnêtement, quand j'ai un amphi de 120, je les fais écrire une fois dans le semestre, et quand j'ai des groupes de 30, ils écrivent 2 ou 3 fois dans le semestre. Parce que c'est traitable. Et du coup, si on veut que les élèves progressent, il faut qu'ils aient du temps pour écrire. Et donc du temps de classe, du temps de correction. Et ça se structure, hein. C'est des moyens, et c'est pour ça que les questions économiques et les questions pédagogiques sont quand même assez en lien. Il y a des conditions à créer, et je pense que les bons élèves qui viennent de chez nous, il faudrait trouver les moyens, comme notre pays a su le faire dans des périodes anciennes, que les bons élèves soient attirés par le métier d'enseignant. Et ça, je pense que c'est essentiel, et c'est pas en bloquant le point d'indice pendant 20 ans qu'on va y arriver, parce que quand même, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des enseignants a baissé, donc je pense que sur l'attractivité du métier, ça ne fait pas tout, mais ça fait quand même beaucoup. Et sur l'attractivité du métier, il y a une deuxième dimension, qui est quand même le sens qu'on donne à tout ça. Moi, je suis quand même très inquiet de quelques recherches qu'on mène en ce moment, où les enseignants, en fait, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des protocoles, ils doivent lire les consignes, ils ne sont plus considérés comme ingénieurs de leur pratique. Alors, je ne veux pas faire dans le caricatural d'un côté ou de l'autre, parce qu'effectivement, il y a des classes où nos recherches montrent, dans certaines classes, que ce qui est fait complique l'apprentissage des élèves, mais pour autant, considérer que l'enseignant est un perroquet qui doit se contenter de lire ce qu'un formateur lui a dit de prononcer, je pense que ça n'aide pas à rendre le métier attractif, et que la multiplicité des réformes de formation des maîtres, donc aucune n'a le temps de s'appliquer avant que la réforme suivante arrive, a totalement déstructuré le métier, et qu'il faudrait revenir un peu de raison, de lien avec la recherche, mais pas pour perdre les étudiants, mais pour les aider, et que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et moi je pense que tous les élèves sont capables d'apprendre, tous les enseignants sont capables de faire progresser les élèves de milieu populaire, mais pas à n'importe quelles conditions matérielles, économiques et de formation.